Voilà, donc moi je vais ici vous présenter donc l'aspect plutôt juridique des choses pour bien définir quels sont les droits et les obligations des citoyens, mais aussi des communes en matière de coulée de boue et d'inondation. Voilà, ça fonctionne, hein. A priori sur les petites flèches. Voilà, alors la problématique des coulées de boue et des inondations, en fait, elle va concerner les communes à différents titres. C'est une problématique qui est assez récurrente lorsqu'on a notamment des épisodes de coulées de boue où la presse fait souvent le relais des problématiques. Alors, c'est le problème des communes sous plusieurs angles. Moi, je vais essayer de faire un peu le tour de la question en abordant d'abord le droit administratif. Et puis, en abordant la question du droit civil et cette fameuse servitude d'écoulement des eaux qui a un contenu pas toujours facile à cerner et la manière dont le droit civil va impacter le droit administratif. Et on verra qu'il y a plusieurs évolutions jurisprudentielles en la matière. Alors, je vous propose d'abord d'aborder le droit administratif. Là, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en compte. On a d'abord l'aspect police général, donc cette obligation que les communes ont en ce qui concerne l'ordre public. Et puis j'aborderai quand même 2-3 éléments de police spéciale qui permettent aussi aux communes d'agir sur la problématique des coulées de boue. Alors la police générale, je vais d'abord m'attacher au contenu. Qu'est-ce que impose finalement la police générale aux communes? Donc c'est ce fameux article 135 de la nouvelle loi communale qui fait obligation aux communes d'être les garantes de l'ordre public sur le territoire de la commune. L'ordre public qui a plusieurs composantes, la sécurité, la salubrité, la tranquillité dans les lieux publics. Et donc les inondations ou les coulées de boue forcément intéressent cette problématique-là puisqu'elles vont dans certains cas menacer la propreté publique, mais également la sécurité publique, notamment lorsqu'il est question de sécurité du passage dans les voiries. D'ailleurs, l'article 135 de la nouvelle loi communale fait une obligation spéciale aux communes de veiller à n'ouvrir à la circulation que des voiries qui sont sûres. Et donc, on voit que, effectivement, via cet article qui est assez général, on a un devoir, finalement, des communes non seulement de veiller à la sécurité publique, mais également de n'ouvrir à la circulation que des voiries qui sont sûres. Alors, il y a des limites, bien entendu, sinon les communes auraient beaucoup d'ennuis. La première chose, c'est que l'obligation d'agir, cette obligation que fait l'article 135 de la nouvelle loi communale, ne s'applique que lorsqu'on est face à un trouble public. Ce qui veut dire que le domaine public doit être concerné. Il faut qu'il y ait une dimension publique. Donc, par exemple, si vous avez un problème qui est purement un problème de voisinage, donc où on a des parcelles privées uniquement qui sont impactées par une inondation, par une coulée de boue, en principe, la commune ne doit pas intervenir pour des dommages uniquement privés. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un risque d'atteinte ou une atteinte au domaine public en tant que tel. Et donc ça, c'est souvent quelque chose on confond parfois souvent cette limite. On n'en tient pas suffisamment compte et parfois on fait jouer aux communes finalement le rôle de juge de paix alors qu'elles ne sont garantes que du domaine public. Maintenant, il y a eu une petite évolution jurisprudentielle, notamment dans l'arrêt Lebrun du Conseil d'État en 2015, où il semble ne pas exclure qu'on puisse considérer quand même comme étant un trouble public, un trouble qui ne concerne que des parcelles privées, mais qui est d'une telle ampleur qu'on peut considérer qu'il a une dimension collective et que donc il est aussi un risque de trouble d'ordre public fondant une obligation pour les communes d'intervenir. Donc on voit qu'il y a une évolution en la matière, mais le principe en tout cas de base a toujours été que les communes n'interviennent que lorsque vraiment on a un risque public. Alors, il y a un volet préventif et un volet curatif, bien sûr, à cette obligation. La commune va devoir forcément prendre les mesures pour éviter d'abord l'atteinte à l'ordre public. Et donc, c'est en matière d'inondation et de coulée de boue, elle devra faire en sorte, lorsqu'elle en a connaissance, de prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Avant toute chose, c'est la voie prioritaire, c'est l'évitement, et bien entendu, c'est aussi l'obligation de gérer
les inondations et les coulées de boue une fois qu'elles sont intervenues, notamment remettre le domaine public en état et s'assurer aussi de la sécurité du passage des usagers, notamment par le biais de déviations, de fermeture de voiries et ce genre de choses. Par contre, il n'y a pas d'obligation, vu donc justement la limite du trouble public, il n'y a pas d'obligation de réparer des dommages aux parcelles privées, puisque là, ça n'entre pas dans le champ de la responsabilité de la police générale. Alors, très important aussi, c'est de dire que c'est une obligation de moyens, donc ce n'est pas une obligation de résultat. En d'autres termes, la commune n'a pas l'obligation de prévenir et d'éviter tous les événements, les événements comment les coulées de boue, les inondations. Elle n'a pas l'obligation de les éviter et d'être un peu le super-héros qui évite tout. Ici, c'est l'obligation de se comporter comme une autorité normalement prudente et diligente. C'est toujours ce critère-là qui va être examiné pour savoir si oui ou non la commune a commis une faute dans son obligation de maintien de l'ordre public. Et donc, si on parvient à démontrer que la commune était au courant d'un risque avéré, qu'elle avait les moyens et le temps de prendre des mesures proportionnées et qu'elle s'en est abstenue, on peut considérer qu'il s'agira d'une abstention fautive, susceptible d'engager sa responsabilité auprès des juridictions. Voilà, alors comment cette responsabilité communale va-t-elle s'exercer? Elle peut s'exercer par deux moyens, en fait, enfin, même plusieurs, mais les deux principaux sont ceux-là. Elle peut tout d'abord adopter un règlement communal, adopté par le conseil communal, si on a vraiment, c'est une voie qui est conseillée si on a vraiment un problème généralisé sur l'ensemble du territoire de la commune. Et donc on va prévoir des normes générales et abstraites qui s'appliquent à l'ensemble des destinataires visés. Donc ça pourrait être l'imposition de créer des fossés dans tel ou tel cas, voire même aller jusqu'à l'interdiction de certaines pratiques culturelles, mais là, on risque de se heurter au principe de proportionnalité. Donc ce principe de proportionnalité s'applique aussi bien pour le règlement communal que pour un arrêté de bourgmestre. Et il veut que la commune impose toujours la mesure la moins attentatoire possible aux libertés des citoyens. Et donc l'interdiction de pratiques culturelles, c'est une atteinte quand même assez forte, et donc elle ne pourrait vraiment se justifier qu'en cas d'extrême nécessité, et ce sera assez difficile à motiver une proportionnalité de ce genre-là. Une voie qui me semble mieux adaptée, en tout cas à la problématique des coulées boueuses, c'est l'arrêté du bourgmestre. Donc ça, c'est une action individuelle, c'est un acte juridique qui va s'appliquer à un destinataire bien identifié et qui me paraît plus appropriée parce que justement, elle permet d'être plus adaptée à la diversité des situations et rencontrera, à mon avis, plus facilement l'exigence de proportionnalité qui veut qu'on s'adapte à chaque fois à la situation pour prendre la mesure qui est la moins attentatoire. Et donc le bourgmestre, via un arrêté fondé sur l'article 135 de la nouvelle loi communale, peut imposer à une personne des travaux particuliers, peut imposer des abstentions, peut aussi prévoir des mesures d'exécution forcée de son ordre. Si jamais la personne qui a reçu l'arrêté ne s'exécute pas, elle pourra elle-même procéder à l'exécution forcée. Et donc ça, c'est un moyen évidemment assez important du bourgmestre et qui a d'ailleurs été déjà utilisé à plusieurs reprises en ce qui concerne la thématique des inondations et des coulées de boue, où on a vraiment un ordre qui est donné au propriétaire d'un terrain de prendre telle ou telle mesure pour éviter la survenance donc d'une coulée de boue, d'une inondation. Alors, la commune a également la possibilité d'exécuter elle-même des travaux sur son territoire ou sur des terrains qu'elle acquiert à cet effet et peut bénéficier en la matière de subventions, conformément donc à l'arrêté du gouvernement wallon du 18 janvier 2007. Et enfin, pour ce qui concerne le dernier point donc de la police administrative générale, c'est la question se pose bien entendu de savoir qui va prendre en charge les coûts finalement qui sont liés à la mise en œuvre des mesures d'évitement des coulées de boue. Alors, on a pas mal de décisions de jurisprudence qui estiment que l'exercice par la commune de sa responsabilité en matière de police générale n'est pas un préjudice indemnisable, c'est simplement la commune qui exerce sa compétence et donc elle ne peut pas demander
récupérer les frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'exercice de sa compétence. Donc il y a un arrêt de la Cour de cassation qui va dans ce sens-là, mais on en a un qui dit aussi que lorsque la commune a dû mettre en œuvre ses pouvoirs de police générale en raison de ce que le risque a été aggravé par un comportement fautif, dans ce cas-là, alors elle peut récupérer les frais qu'elle a exposés. Donc si les mesures qu'elle doit prendre pour réparer, par exemple, les conséquences d'une coulée de boue sont dues à un comportement fautif, mais donc il faut bien identifier un comportement fautif, et bien dans ce cas-là, elle pourra récupérer donc les moyens qu'elle a avancés pour les mesures de réparation ou même de prévention. Dès qu'il y a un comportement fautif, on peut agir en responsabilité. Alors voilà donc pour ce qui est de la police administrative générale. Maintenant, les communes ont aussi plusieurs pouvoirs d'intervention dans des matières de police spéciales. Je vais en examiner plusieurs qui permettent aussi aux communes d'intervenir. Alors on a tout d'abord les autorisations administratives de police spéciale, donc toutes les demandes de permis, essentiellement les permis d'urbanisme, les permis d'environnement ou les demandes d'ouverture de voirie. Donc toutes ces demandes-là sont autant d'occasions pour la commune en fait de se pencher ponctuellement sur les problématiques de coulées de boue, d'inondation, et elles vont pouvoir soit refuser les autorisations, soit les conditionner lorsqu'il y a une problématique qui se pose en la matière. Par exemple, dans le Code été notamment, vous avez l'article qui a d'ailleurs été repris du Quatup et qui permet aux communes de conditionner, voire de refuser un permis lorsque, notamment, il y a un risque naturel qui concerne la parcelle, et donc la commune va pouvoir imposer des conditions, notamment changer l'implantation, imposer tel type de revêtement. Ce sont des conditions d'urbanisme qui peuvent tout à fait assortir l'octroi d'un permis et qui permettent aux communes d'agir sur la problématique des coulées de boue. Alors, on a les règlements communaux de police spéciale aussi, donc à côté du règlement général de police, les communes ont aussi des habilitations dans différents décrets d'adopter des règlements communaux de police spéciale qui viennent compléter en fait le droit régional. Alors ici, j'en examine 3 qui donc sont des règlements communaux complémentaires de police spéciale et qui permettent aussi d'agir sur la problématique des coulées de boue et des inondations. On a d'abord le règlement communal d'urbanisme. Donc il y a beaucoup de communes qui ont adopté des règlements communaux d'urbanisme sur pied de l'ancien article 78 du Quatup, qui permettait de contenir notamment des dispositions quant à la protection des biens contre les événements naturels. Et donc la problématique des coulées de boue a été abordée dans certains règlements communaux d'urbanisme. Alors une petite remarque pour dire que maintenant, ces règlements communaux d'urbanisme sont, en raison de l'entrée en vigueur du Code été, ils sont devenus des guides communaux d'urbanisme. Leur contenu ne change pas, mais en tout cas, via l'entrée en vigueur, ce sont devenus des guides d'urbanisme et donc ils n'ont plus valeur réglementaire, ils ont simplement valeur indicative. Donc ça, c'est un peu un retrait dans le pouvoir des communes, c'est que les règlements qu'elles ont adoptés en matière d'urbanisme n'ont plus qu'une valeur indicative, ce qui notamment permet de s'en écarter un peu plus facilement qu'avant dans le cadre de l'octroi des permis. Voilà, maintenant on verra un peu comment la pratique va se fixer, mais en tout cas, a priori, on pourrait les respecter moins qu'avant du fait de leur valeur indicative, bien qu'on verra, parce qu'il y a quand même des conditions de motivation des écarts qui sont assez strictes. Alors vous avez toujours dans les règlements communaux de police spéciale le règlement en matière de protection de la nature, basé sur l'article 58 quinquies de la loi sur la conservation de la nature, qui là permet aux communes d'adopter des mesures plus strictes que le droit régional en matière de protection des espèces, tant animales que végétales. Alors énormément de communes ont utilisé cette faculté de l'article 58 pour prendre des règlements sur les arbres et les haies, notamment, et donc soumettent à autorisation tout abattage ou toute modification de végétation sur le territoire de la commune, avec des exceptions bien entendu. De façon, forcément, l'objectif premier est d'aller plus vers la protection des espèces végétales, mais par ce biais-là aussi, on peut quand même aussi réglementer l'abattage des haies
notamment sur le territoire de la commune, quand on sait que les haies ont un rôle aussi en matière de protection contre les coulées de boue, notamment. Ça peut être un moyen indirect, via la protection des espèces végétales, on peut aussi s'occuper donc de la protection des haies. Enfin, dernier règlement, c'est le règlement communal en matière de lutte contre l'érosion des sols, qui est prévu à l'article D263 du Code de l'agriculture. Donc en fait, cet article a pour objet de permettre au gouvernement de réglementer, d'adopter un arrêté pour réglementer la problématique de l'érosion des sols. Et cet article dit que les communes peuvent venir compléter les dispositions arrêtées par le gouvernement. Et quand on voit la liste des dispositions qu'il est possible d'adopter via cet article-là, c'est très large. Ça peut aller donc de l'imposition de pratiques culturelles à carrément des interdictions de pratiquer certaines cultures. Donc on voit que les mesures sont très larges. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore été exécuté. Donc le gouvernement n'a pas adopté le premier acte qui permettrait aux communes de venir compléter après les dispositions. Et donc pour l'instant, c'est encore en suspens. Alors maintenant que j'ai fait un tour assez rapide du droit administratif, on va aborder maintenant le droit civil et les conséquences qu'il a vis-à-vis du droit administratif. Donc en droit civil, vous avez la fameuse servitude d'écoulement prévue à l'article 640 du Code civil qui qui est souvent invoquée lorsqu'une problématique d'érosion, de coulée de boue se pose. Donc c'est le fait que les fonds inférieurs donc, sont assujettis envers les plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué. Donc là, évidemment, ça va poser des questions, notamment lorsqu'il est question d'implanter des fascines ou ce genre de choses, de voir dans quelle mesure on ne contrevient pas à l'obligation de laisser s'écouler les eaux sur son terrain sans pouvoir élever de digues. Alors on a plusieurs enseignements jurisprudentiels. On a notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2005 qui a donné vraiment une interprétation très large de cette servitude d'écoulement. La première, c'est pour dire que sont concernés, peuvent faire l'objet, donc font l'objet de la servitude d'écoulement, même les eaux qui sont chargées de boue ou d'autres éléments. Donc le fait que les eaux soient boueuses ou chargées en gravier ne permet pas de dire que la servitude d'écoulement ne peut pas s'appliquer. Elle s'applique même, quel que soit donc finalement l'état de l'eau. Et alors, il faut aussi s'intéresser à la notion à cette phrase « sans que la main de l'homme y ait contribué ». C'est très important, puisque dès qu'on peut démontrer que la main de l'homme a contribué à aggraver la servitude, le propriétaire du fonds supérieur ne peut plus s'en prévaloir parce qu'il a contribué à aggraver la servitude. Et donc, pour la Cour de cassation, donc les termes « sans que la main de l'homme y ait contribué » n'excluent pas la servitude lorsque l'agriculteur donc, utilise son champ conformément à sa destination, même si cela a une influence sur l'écoulement. Donc la Cour de cassation considère que les champs sont naturellement destinés à l'agriculture et que les eaux qui en découlent doivent être acceptées par les fonds inférieurs, même si la pratique de l'agriculture a modifié quelque peu leur écoulement naturel, même si donc leur écoulement avait été différent sans l'agriculture. Donc c'est une portée très large donnée par la Cour de cassation à la servitude d'écoulement, donc qui veut en principe dire qu'un fonds inférieur doit recevoir les eaux même chargées de boue des champs aux alentours. On va voir qu'il y a plusieurs tempéraments, hein, c'est un arrêt assez ancien. Il y a eu depuis lors plusieurs arrêts qui sont venus un peu tempérer cette vision. Voilà, donc là, il y a le premier tempérament, mais il y a quand même une obligation qui est faite au propriétaire du fonds supérieur, c'est qu'il ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur, et ça c'est la limite au droit du propriétaire du fonds supérieur qui est quand même assez importante et qui a fait l'objet d'un éclairage jurisprudentiel, un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 17 janvier 2012, où donc s'est posé la question de savoir, justement, devant la personne ayant subi des dommages se plaignait du fait qu'il y avait eu une aggravation de la servitude par le propriétaire du fonds supérieur. Donc en question, c'était en fait la mise en culture progressive d'une grande prairie
donc qui petit à petit était destiné entièrement à la culture, alors qu'auparavant donc c'était une grande prairie. Et la Cour d'appel de Liège a dit que même si l'agriculteur utilisait son champ conformément à sa destination, même s'il respectait les règles de l'art au niveau de sa pratique culturelle, la Cour d'appel a considéré que l'ampleur progressive qu'il avait donnée à sa culture en prenant à chaque fois de la prairie constituait une aggravation de la servitude. Ce qui a été assez déterminant dans la position de la Cour d'appel de Liège, c'était le changement de situation en fait. Dans le premier arrêt de 2005, la Cour de cassation avait jugé que le fait que l'agriculteur ne changeait pas ses pratiques depuis 30 ans, ça ne pouvait pas être considéré comme une aggravation de la servitude. Ici, c'est le changement de situation qui, semble-t-il, a été déterminant dans la qualification de l'aggravation de la servitude, avec quand même un bémol, c'est que la Cour d'appel de Liège sous-entend dans son arrêt que cette situation, donc de mise en culture progressive d'une prairie, aurait quand même pu ne pas être considérée comme une aggravation de la servitude si l'agriculteur avait pris des mesures adéquates. Alors elle ne dit pas quelles devaient être les mesures adéquates, mais donc il aurait pu éviter l'aggravation de servitude en prenant des mesures adéquates. Et pour juger des mesures adéquates, en fait, elle prend le critère de l'agriculteur normalement prudent et diligent, et donc l'obligation d'être normalement prudent et diligent donc s'impose aux agriculteurs qui changent leurs pratiques culturelles, et ça c'est un critère très intéressant. Ils sont soumis donc eux aussi à une obligation de moyens, à l'obligation donc de cultiver leur champ en bon père de famille, et s'ils apportent des modifications susceptibles d'aggraver la situation des fonds inférieurs, ils doivent prendre aussi des mesures adéquates. Et en l'occurrence, donc là, la personne, le plaignant, donc, a obtenu une indemnisation, puisque la Cour a aussi jugé que les pluies n'étaient pas un événement exceptionnel, parce que ça peut aussi entrer en compte. Donc, les pluies n'étant pas un cas de force majeure en l'espèce, l'agriculteur a été condamné donc, à verser des dommages et intérêts. Et donc, voilà, il y a une demande d'indemnisation possible lorsque l'aggravation de la servitude peut être imputée à l'agriculteur. Alors, quelle articulation avec les pouvoirs de police générale? Alors, en principe, on peut considérer qu'il faut éviter, bien entendu, de mettre une personne en situation délicate par rapport à cette servitude d'écoulement. Donc, par exemple, donc imposer à une personne de mettre, par exemple, des fascines, et ces fascines pouvant être considérées comme des digues faisant obstacle à l'écoulement naturel des eaux, on pourrait mettre une personne comme en difficulté par rapport à la servitude d'écoulement. Il faut éviter donc à une personne d'imposer à une personne de construire une digue. Et donc le plus facile, enfin le plus conseillé en tout cas, s'agissant de l'imposition de mesures de lutte contre l'érosion des sols, c'est la voie conventionnelle en fait, puisque via la convention, vous avez l'accord des parties, et donc vous ne pouvez pas avoir après une partie qui vient se prévaloir de sa servitude d'écoulement en disant « Ah non, moi il faut enlever la digue, ça contrevient à ma servitude d'écoulement ». Si vous avez eu son accord au préalable dans une convention, c'est évidemment le mieux d'un point de vue juridique, parce que, voilà, on ne sait jamais, sans ce consentement-là, la personne, le propriétaire du fonds supérieur, peut toujours demander l'enlèvement des obstacles qui gênent l'écoulement naturel de ces eaux. On a aussi un nouvel éclairage quand même, un nouvel éclairage jurisprudentiel dans un arrêt Lebrun du Conseil d'État de décembre 2015. J'enverrai les références des arrêts plus complètes à l'organisateur pour que vous ayez vraiment l'ensemble des éléments. Et donc dans cet arrêt Lebrun de décembre 2015, le Conseil d'État, bon, c'est une juridiction administrative, donc c'est un peu normal qu'il aille dans le sens du droit administratif. Le Conseil d'État dit que la servitude d'écoulement ne peut pas faire obstacle à l'exercice des pouvoirs de police générale par la commune. Donc, il estime que la responsabilité de la commune de maintenir l'ordre public sur son territoire peut lui permettre d'aller à l'encontre justement d'une servitude d'écoulement, et donc pourrait lui permettre de placer des digues qui gênent l'écoulement naturel des eaux au nom de la préservation
de l'ordre public. Maintenant, c'est la position du Conseil d'État sur une juridiction administrative. Je ne suis pas à 100% sûr que la Cour de cassation, juridiction civile, admette qu'une mesure de police générale puisse comme ça entraver le droit civil. Mais en tout cas, le Conseil d'État, lui, consacre un peu cette primauté des mesures de police générale sur la servitude d'écoulement des eaux. Et donc, on pourrait donc contrevenir au droit d'un propriétaire du fonds supérieur via une mesure de police administrative générale. Voilà, alors un dernier mot sur les troubles de voisinage, mais c'est moins important. Certains ont invoqué la théorie des troubles de voisinage pour obtenir une indemnisation du dommage subi par des eaux venant d'un fonds qui était voisin. Et la Cour de cassation a évacué la question en disant que clairement les coulées de boue, les inondations ne sont pas visées par la théorie des troubles de voisinage. Donc on ne peut pas fonder une demande d'indemnisation via cette voie-là. Et donc c'est via plutôt la servitude, l'aggravation plutôt de la servitude d'écoulement visée à l'article 640 qu'on pourra obtenir remboursement du préjudice. Voilà, donc en conclusion, rapidement, c'est dire, voilà, la base conventionnelle est de loin la meilleure des solutions. Je vous l'ai dit, la police administrative générale permet d'excéder un peu le droit civil. Maintenant, une action de police générale, il y a des conditions très strictes pour agir via la police générale. Il faut qu'il y ait un risque évident d'atteinte à l'ordre public et il faut prendre une mesure proportionnée. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller plus loin que la servitude d'écoulement. Voilà, donc comme je viens de le dire, la position de mesure de police et encore plus leur exécution forcée ne se justifie vraiment qu'en cas de risque avéré et moyennant donc une exigence de proportionnalité. Et alors la commune donc, doit assumer les frais du maintien de la sécurité publique, mais peut les récupérer par le biais d'une action en responsabilité si elle peut démontrer qu'il y a eu aggravation de la servitude. Je vous le disais, donc l'aggravation de la servitude qui peut résulter d'un changement de pratique sans avoir pris les mesures adéquates qui se justifiaient. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai été assez vite parce qu'il y a énormément de questions qui s'entrecroisent. N'hésitez pas si vous avez des questions ou alors il y a peut-être un moment réservé aux questions. Effectivement, et c'est maintenant, donc ça tombe assez bien. On peut vous remercier, Arnaud Ranzy, pour...